TV Liberté est la cible d'une offensive politique sans précédent. Nos comptes bancaires ont été brutalement fermés. Cette censure déguisée vise à nous étouffer financièrement et à briser notre indépendance éditoriale. Mais face à cette agression, la riposte s'organise. Deux actions sont aujourd'hui prioritaires pour défendre la liberté d'informer. Faire un don immédiatement pour compenser l'asphyxie financière programmée. Nous avons mis en place une solution totalement sécurisée. Et ensuite, signer la pétition lancée pour dénoncer la censure bancaire qui menace tous les médias libres. C'est ensemble que nous tiendrons bon. Ne laissons pas le pouvoir, c'est lui le responsable. Le pouvoir et l'extrême centre faire taire une voix dissidente du paysage audiovisuel français. Ils nous coupent les vivres, on se relève. Ils nous censurent, on parle plus fort. Alors, à vous d'agir. Signez, résistez, ripostez, aidez-nous financièrement. Ce n'est pas du chiquet. On a vraiment besoin de vous. Bonjour, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 2 sujets et des coups de gueule, des coups de cœur. Les invités pour commencer. Tariq Dali, bonjour. Bonjour. Richard Haddad. Bonjour Franck. Bonjour Richard. Claude Janvier. Bonjour. Sublime chemise. C'est quasiment l'été. C'est l'été. Okay. Et François Devoyer, bonjour. Bonjour Franck. Les 2 sujets, messieurs. Les 2 sujets, c'est Trump qui a un nouveau surnom qui est Taco. Trump always chicken out. On va traduire, vous en faites pas. Mais vous allez voir, c'est assez marrant et on va essayer de comprendre pourquoi il a ce nouveau surnom. Et le deuxième sujet, ça va être autour d'un rapport qui est sorti il y a une quinzaine de jours qui décrit l'entrisme islamique en France. Et on va voir comment ça fonctionne et puis comment le combattre. Voilà, rendez-vous dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, premier sujet, Trump. Depuis quelques semaines, Trump est affublé du surnom ou du... Comment dit-on ? Du sobriquet. Diminutif. Sobriquet. Oui. Taco. Taco, ça veut dire quoi ? Trump always chicken out. Ça veut dire, en gros, et c'est presque littéral, Trump se dégonfle toujours. Et en fait, c'est un éditorialiste du Financial Times, je crois, qui lui a trouvé ce surnom. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Trump serait celui qui montre les muscles, qui les gonfle, qui est partisan de mesures très fortes et qui, au final, serait toujours celui qui se dégonfle. Et ça aurait une traduction c'est pour ça que le Financial Times l'a dit, ça aurait une traduction en termes boursiers. La bourse baisse, annonce sur les droits de douane contre la Chine, et elle remonte tout de suite après, parce qu'on se rend compte que finalement, Trump ne va pas dire ce qu'il a annoncé. Et je voudrais qu'on débatte de ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que la tactique ou la stratégie de Trump est mauvaise ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des forces qui s'opposent à lui, qui l'empêchent d'agir ? Ou est-ce qu'au final, sa tactique est la bonne ? On commence très haut et on finit, mais on a quand même un gain. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on va débattre. On a à peu près 12-13 minutes pour le faire. Et c'est Tariq Dali qui commence. Tariq. Bon alors, Taco, c'est de l'anglais. Alors moi, je vais remonter à Alphonse Daudet. Oula ! Il y a Tartarin. En France, il y avait Tartarin. Mais Tartarin, il loupait. Il est allé tuer un lion mort. C'est bien, mais... alors, maintenant, interroger là-dessus, dire que Trump se dégonfle, c'est mal connaître le personnage. Mm-hmm. Je dirais que, bon, et d'ailleurs, vous l'avez évoqué, on va prendre 3 sujets. Le premier, c'est l'économie. Mm-hmm. Donc, effectivement, il a fait le Tartarin, il a dit, je vais vous coller 200% de droits de douane, etc. Mais il savait très bien... Et vous-même aussi, et les boursiers aussi le savaient très bien, et les financiers aussi savaient très bien que des droits de douane de 100, 125, 140%, ça ne tient pas debout.
Mais ça, c'est du Trump tout craché. Aujourd'hui, je vais vous dire où nous en sommes. Les droits de douane, nous sommes à 10% pour tout le monde. Les États-Unis taxent tout à 10%. À 25% pour l'automobile. Et on est à 30% pour toutes les importations qui proviennent de Chine communiste. Okay. C'est pas mal. Il y a 3 mois, il n'y avait rien. Le mec, il dit, il a obtenu ses droits de douane. Mais pardon, Tariq, mais si Tariq, demain, on discute, vous vous vantez sur un certain nombre de choses, et je découvre quelques minutes, heures, jours après, que ce que vous m'avez dit est complètement faux, votre crédibilité va en prendre un coup. C'est pas complètement faux. Non, c'est pas complètement faux. Ce que Trump a voulu dire, a dit, je vais vous coller des droits de douane, j'en ai marre que vous ne respectiez pas les règles, j'en ai marre que le renminbi, ou le yuan, si vous préférez, soit sous-évalué, vous allez voir ce que vous allez voir. Et là, on discute. Il fait ça avec l'Europe, d'ailleurs, nous sommes en train de discuter. C'est sa méthode, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais je viens de vous donner quelques chiffres. Je constate qu'elle est efficace. Richard, quand j'ai mis en cause Tariq et ses vantardises, ce qui n'est pas le cas, j'ai jamais vu Tartarin Tariq, justement pas. Mais est-ce que, je disais, Trump a une crédibilité qui est quand même très défaillante aux yeux de beaucoup, je ne pense non pas. En fait, en réalité, là, vous citez le Financial Times, ce sont ses ennemis. Donc, ce n'est pas nouveau. Ils essaient en fait, ils ne savent pas par quel bout le caricaturer. Ils avaient commencé par dire que c'est scandaleux ce qu'il fait. Et puis, tout d'un coup, ils commencent à dire, vous voyez, il n'est pas assez courageux. Alors qu'ils étaient en train de critiquer, justement, ce qu'il était en train de faire. Maintenant, ils le font à l'envers parce qu'ils se rendent compte que ça marche. En réalité, c'est une façon de négocier. Alors, ce n'est pas du bluff, lorsqu'il vous dit 200%. Quand quelqu'un ne veut pas discuter avec vous, eh bien, vous prenez les mesures nécessaires, c'est-à-dire les plus extrêmes. À un moment donné, il voit que vous avez pris les mesures les plus extrêmes, il dit, bon, je veux bien discuter. Donc là, vous mettez en pause vos mesures extrêmes. Mais ce n'était pas forcément je gonfle les muscles et je reviens en arrière. C'était, vous ne voulez pas discuter, vous vous fichez de moi, eh bien, c'est 200%. Sachant parfaitement que l'autre va commencer à discuter, bien sûr. Mais si vous ne mettez pas ça, il ne discute pas. Donc c'est une méthode. Et puis au-delà de ça, alors on le critique, on se moque de lui, on dit qu'il a... Alors ça fait même pas 6 mois parce qu'il a pris ses fonctions le 20 janvier. Ça ne fait pas 6 mois, ça fait déjà... Au bout de 3 mois, on était déjà en train de dire que c'est un échec. Ce qui n'arrive jamais à aucun chef d'État au monde. On ne juge pas quelqu'un au bout de 3 mois. Et donc on veut à tout prix que ça soit un échec. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des réformes qu'il fait. En fait, Donald Trump et son équipe sont en train de changer de système. Ils ont décidé de changer. C'est le paradigme qui change. Voilà, ils ont changé ils veulent changer de modèle de société. La société, le modèle de la société occidentale qu'on a adopté depuis quelques décennies est en faillite en fait. Et non seulement il est en faillite, mais il nous mène vers la disparition, vers la mort. Il n'empêche qu'on a du mal à lister les réussites de Trump. Je viens de vous les énumérer. Je vais essayer de faire. J'en ai plusieurs. Tariq et Richard, vous n'êtes pas tout seul. J'en ai plusieurs. François Devoyer. François. Moi, j'ai pas une grande passion pour le deuxième mandat de Monsieur Trump. Vous disiez qu'il avait de grandes réussites ou qu'on l'avait jugé trop tôt. C'est lui qui se juge quand il dit « je vais arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures ». Puis en 3 mois, il me semble qu'on a largement dépassé les 3 mois, qu'on est très loin d'un règlement du conflit. Mais pour l'Ukraine, il y a plein de choses à dire aussi. J'ai beaucoup de choses sur énormément de sujets. La seule chose que je reproche à Trump, c'est justement sa vantardise. Effectivement, c'est d'annoncer des choses. Idem avec Elon Musk et son rôle finalement très décevant de Doge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a dit qu'il allait faire 1000 milliards de dollars d'économie. Il a dit qu'il allait faire 1000 milliards de dollars d'économie. Lui aussi, il a fait son tartarin. Mais on en est à 150 milliards. Le jour où en France, on arrivera à faire 30 milliards, on en parlera. Pas tous ensemble. Trump, c'est simplement une oligarchie qui en remplace une autre. Ce qui est fascinant, c'est que je vois une certaine droite se pâmer devant lui en se disant ça y est, il bouscule les codes, etc. Et il fait exactement la même chose. Il cale des milliardaires de ses amis qu'il récompense. C'est une vision française. Non, c'est pas une vision française, c'est une honte. C'est objectif. C'est une honte. Prenez le wokisme. Allez, on prend un sujet comme ça. C'est la seule chose. Là, on parle de milliardaires. Le combat était déjà gagné. Non, mais on parle d'une plutocratie, là. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'aux États-Unis, on n'a pas la même vision de ce que vous appelez les milliardaires. Ça, c'est une expression très française. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les milliardaires n'ont pas besoin de lui aux États-Unis. Ils étaient très très bien. Et Clinton, on a absolument pas. La majorité des milliardaires étaient démocrates. Engagé de baisser les impôts aussi des super riches. Bien sûr. Ça, ce sont des expressions, mais on ne peut plus françaises.
française. Aller aux États-Unis dire super riche, mais tout le monde a envie de devenir milliardaire aux États-Unis. Et ça ne choque personne de baisser les impôts. Mais vous ne savez pas si oui ou non c'est. Mais non, mais je sais, c'est factuel que la pas, majorité des plus riches n'ont pas voté pour lui. Ça, c'est factuel. La majorité des plus riches sont démocrates. C'est comme ça. Ça, c'est factuel. Alors, il y a quelques-uns qui ont voté pour lui. D'ailleurs, Elon Musk était démocrate avant. Et donc, c'est totalement inexact de dire que Elon Musk s'est enrichi. Il s'est appauvri depuis qu'il a fait de la politique avec. Il est lamentable. Il est lamentable. C'est un type effrayant. Effrayant. Mais c'est. Bien sûr, il est lamentable. Je trouve ça incroyable d'admirer ce genre de créature. Non, mais je n'admire pas Elon Musk. Typiquement, je vous donne encore un tout petit exemple. Mépriser Zelensky qui arrive en sweatshirt, très bien. Mais dans ce cas, on n'a pas Elon avec sa casquette et son t-shirt et son gosse sur les épaules. C'est exactement, tout est résumé là. C'est systématiquement... Non, justement, on ne peut pas résumer à ça. Mais si, parce que justement, son côté... c'est Tartarin, la vantardise, la lourdeur. En fait, il me rappelle, c'est toutes les caricatures très bonne d'ailleurs, qui était faite en France sur les Américains dans les années 20. C'est vraiment le gros Américain avec son cigare qui écrase tout, c'est ce que j'allais vous dire. Qui massacre Donald tout, Trump, qui salit tout. C'est parce que tous les Américains sont comme ça, ils s'adressent... de ce point de vue, moi si j'étais Américain, tous les Américains ne sont pas comme ça. Non, pardon, c'est une façon de parler, mais en un mot... Vous oubliez qu'il s'adresse... Je suis d'accord avec vous, mais il s'adresse aux Américains. Donc on s'adresse à celui qui vote pour nous. Si j'étais Américain... Ils comprennent ça. Mais voilà. Pourquoi pas nous ne sommes pas Américains. En tant que Français, quand il va persécuter le Danemark, qui est un des alliés les plus fidèles des États-Unis. Mais vraiment, on ne peut pas trouver allié presque soumis. Mais arrêtez, mais sérieusement, mais si demain Donald Trump dit la Bretagne, finalement, historiquement, elle a sauf que le Groenland, c'est pas la Bretagne. Il y a combien d'habitants au Groenland ? Oui, ok. C'est pas la question du nombre d'habitants, c'est hallucinant entre pays alliés, amis, d'arriver et de dire ah ben non, tiens ça, le Groenland, qui est quand même un gros morceau. Certes, avec 70 000 habitants, mais des terres rares. Et alors ? Mais en quoi les États-Unis ? Parce que ce sont les Chinois qui le prendront. Mais c'est faux. Mais justement, c'est faux. Rappelez-vous que si vous parlez les uns sur les autres, personne n'entend rien. Hein. Claude Janvier, vous n'en avez pas encore placé une. Allez-y. Effectivement. Mais je pense qu'il faut faire le distinguo entre un Donald Trump déjà élu et une Kamala Harris qui aurait été élue à sa place si déjà... Là, vous êtes dans l'Uchronie. Ah ben non, mais... Là, on parle de Trump. Il n'y a pas photo. Non, mais il n'y a pas photo. Non, mais il n'y a pas photo. Alors ensuite, le problème avec Trump, c'est qu'il a face à lui un État mondialiste quand même, un État profond américain. Vous voulez dire l'État américain ? L'État américain, l'État profond américain qui obéit quand même qui a une doctrine, la doctrine Brzezinski. Je ne vais pas présenter Brzezinski, c'était l'Atali américain. Il a soufflé. Aussi le ministre des Affaires étrangères. Oui, mais il a soufflé quand même dans toutes les... De Carter. Il a soufflé dans toutes les oreilles des présidents américains. Et quand même, Brzezinski, je rappelle ici, puisqu'on va en débattre, d'ailleurs, qu'il a utilisé la capacité terroriste des frères musulmans, entre parenthèses. Mais ça, on va y revenir avec les frères musulmans. Il a sorti, Brzezinski, en 71, un ouvrage qui s'appelait Entre deux âges, le rôle de l'Amérique à l'ère de la technotronique. Donc, en réalité, Donald Trump se prend de plein fouet l'État profond mondialiste. Il se le prend vraiment bien. Et tout d'un coup, on regarde Trump, on se dit, ah bah oui, non mais... Claude, soyons spécifiques. Vous parlez quoi ? etc. Des décisions des juges, par exemple, qui s'opposent à certaines propositions de Trump ? Oui, bien sûr, je parle de ça. Et ça, c'est pas l'État profond, parce que c'est le système démocratique, et les juges, ils agissent... Il a le complexe militaro-industriel derrière, oui. Il a de toute façon... Il a donné un coup de pied dans la fourmilière de l'USAID, il a sucré avec Elon Musk tous les financements de l'USAID, il a rejeté tout un tas de fonctionnaires. J'ai pas compris votre position par rapport à l'État industriel. Il est contre Trump ou il est en faveur de Trump ? Non, il a un État profond mondialiste qui est contre lui. Lui, il les a pas. C'est absolument. Lui, il a. Quand il dit drill, on voit mal comment les pétroliers pourraient s'y opposer. Il a le dilemme de l'American First. Il a aussi le dilemme de préserver le dollar en tant que monnaie internationale. Oui. Tout en essayant de préserver son pays et en essayant de sortir les États-Unis de l'ornière. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est 100 millions de pauvres sur 370 millions d'Américains quand même. Le rêve américain, il se transforme petit à petit en cauchemar. Donc... Il faudra faire. Alors après, ces déclarations à la cow-boy... on parlait de sa méthode. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas ? Ça fonctionne, c'est un cow-boy. Il arrive, il dit, moi je vais signer la paix en Ukraine en 24 heures, en une semaine, en 15 jours. Mais il sait très bien dans son fort intérieur que ça ne va pas être réellement réalisable. De toute façon, faire signer des accords de paix durables,
durable. Je dis pas un cessez-le-feu. Je parle d'accord de paix durable. C'est pas si simple que ça quand il y a deux pays. Mais est-ce que Trump se heurte pas juste à la réalité, quoi, d'avoir dit je réglerai le conflit Hamas-Israël en quelque temps, il n'y a pas de problème, j'arrive tel Superman. C'est pas si simple. Et la guerre en une journée. Mais c'est pas si simple. Alors attention, c'est la complexité du mot. Dans le règlement de la guerre en Ukraine, il faut quand même pas oublier que si Donald Trump et Vladimir Poutine aimeraient finir cette guerre et avoir un cessez-le-feu durable et un accord de paix durable, il ne faut pas oublier que nos dirigeants à nous, de l'Europe occidentale, sont contre Donald Trump. Et ils veulent continuer cette guerre insensée en Ukraine, il ne faut pas l'oublier. Emmanuel Macron, Keir Starmer, Freddy Tumer et Ursula von der Leyen. Ils sont 5 avec Leyen. Il y a la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne. Et la Pologne. Alors justement, c'est ça. Si, il y a les forces centrifuges. Il y a 4 pays. Il y a 4 pays en Europe qui ne veulent surtout pas d'arrêter la guerre en Ukraine. Et ces 4-là, ce sont les néocons qui se sont fait virer avec l'échec de Biden, qui se sont fait virer et qui sont chez nous. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est l'élection de Nawrocki en Pologne, parce qu'il est très pro-OTAN. Mais il ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Je vous signale qu'on a basculé sur la guerre, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Trump a du mal, et est-ce que sa méthode est la bonne, et est-ce que vous pensez qu'en réalité, il va, par exemple, réussir à surpasser les interdits des juges, puisqu'il y a beaucoup de juges, et j'ai listé tous les sujets qu'il avait proposés. Je vais vous en rappeler quelques-uns. Il avait, par exemple, interdit de voyage les musulmans. Ça a été annulé par les juges. Ça a été la construction du mur. Vous vous souvenez de ce mur ? Oui. C'était le premier mandat. De mur, niet, actuellement, parce qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Les règles environnementales, il avait demandé à ce qu'elles soient largement assouplies. Elles ont été, ces demandes d'assouplissement n'ont pas pu avoir lieu. Oui, enfin, il est sorti de l'accord de Paris. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais il est sorti de l'OMS. Il est sorti de l'OMS. C'est quand même remarquable. Absolument. On ne peut pas tout faire en une semaine. Mais la question, c'est, on est en train de parler de la méthode de travail, de son comportement, etc. Moi, je juge un arbre à ses fruits. Et moi, je vous ai donné quelques résultats tout à l'heure sur l'Ukraine, évidemment, on vient d'en parler, il y a des forces centrifuges. Mais au Moyen-Orient, ça progresse. On voit bien quand même, c'est lui qui a fait signer les accords d'Abraham il y a 5 ans. Aujourd'hui, il faut que le conflit va se terminer. Le conflit à Gaza va se terminer. Et on va, mais si, bien sûr que si. Il n'y a pas de débat de lumière pour ça. Le Hamas, il reste plus grand-chose. Enfin bon, voilà. Et puis les pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham sont bien contents que les Israéliens les débarrassent du Hamas. Ça, c'est vachement... Donc, voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats, c'est ce qu'il fait. Je voudrais qu'on pose la question sur... Vous m'avez pas posé la question de savoir les comportements de Macron. Ça fait 13 ans qu'il est là. C'est un désastre absolu à tous les niveaux. Non, mais attendez, voilà, bon... Tariq, je connais vos Maroc. Ça fait 13 ans la question, c'est qu'on n'est pas sur le sujet Macron. Aux Américains. On ne peut pas tout faire en une semaine. On peut montrer ce qui n'est pas encore fait, mais il y a de tas de choses qui ont été faites. Je peux vous en faire la liste. Mais alors après, oui, effectivement, il a dit « je réglerai le conflit en Ukraine ». Enfin... on n'est plus habitué au second degré. Alors, je ne dis pas qu'il faisait du second degré, mais personne... Quand il disait... Ça n'a pas l'air d'être la première caractéristique de Trump. Non, mais quand il dit je vais régler le problème ukrainien, je vous rappelle le contexte. Il accusait l'administration Biden d'avoir encouragé cela. Non seulement de l'avoir encouragé, mais de ne pas avoir fait le nécessaire pour limiter cette guerre et ses dégâts. Et donc, quand il dit avec moi, ça s'est fait en 24 heures. Il avait dit, d'ailleurs, si j'étais là, elle n'aurait jamais eu lieu, cette guerre. Ce qui est vrai, je pense. Pardon, mais bien sûr que si. Comment oser dire une chose moi, j'ose laissez-moi finir. En avril 2020. Non, mais moi, je dis qu'elle n'aurait pas eu lieu parce que Poutine n'aurait pas osé avec Trump. C'est ce que je voulais dire. Rappelez-vous d'une règle. Attendez, laissez-moi finir. Tous ensemble, non. Non, c'est pas. Simplement, je voulais dire. Moi, je pense que Poutine n'aurait pas osé, mais c'est un autre débat. En réalité, quand il dit je finirai cette guerre en un jour, c'est une expression, c'est une façon de parler. En fait, dès qu'il parle, ça fait on prend tout ce qu'il dit. Mais bien sûr, mais rien ne se règle en un jour. C'est pas une expression, c'est un mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge parce que les gens ont bien compris ce qu'il veut dire. Ça veut dire rapidement, ça veut dire je ne vais pas continuer la guerre. C'est ça que ça voulait dire. Mais on le prend. Il n'y a que lui qu'on prend en premier degré. C'est-à-dire que quand quelqu'un, un homme politique, un autre chef d'État parle, on comprend que c'est des expressions. Lui, dès qu'il parle, tout est pris au premier
premier degré. Oui, parce qu'il l'affirme avec tellement bien sûr, de mais force. parce que les Américains aiment ça. Vous comprenez? Ouais. Il s'adresse à son peuple. Les Américains aiment ça. Alors après, on a évoqué la guerre en Ukraine. Oui, bon, moi, je suis à moitié d'accord avec vous, mais pas totalement, parce qu'il n'y a pas que les Européens qui bloquent. Il y a aussi que c'est compliqué. Il y a aussi que Vladimir Poutine a des ambitions et ne veut pas forcément, etc. C'est beaucoup plus compliqué tout de même. Enfin, il ne faut pas tout mettre sur les 5 Européens. Beaucoup quand même. D'accord. Je vous assure qu'ils n'ont pas les moyens de tout bloquer. En fait, ils ne sont rien. Honnêtement, ils ne sont rien. Mais si les quatre pays va en guerre disaient à Zelensky maintenant on arrête, il reste on a 1 minute arrêté. 30. On doit tenir le timing. Pour moi, le plus important, la société occidentale est en train de mourir, est en voie de disparition à cause du wokisme. Et il a commencé à mettre un coup de frein à ça. Et ça, on a l'impression que c'est secondaire. C'est le principal. Oui, et en même temps, il a combattu Harvard pour l'accueil des étrangers. Et la première décision, c'est un juge a levé le doigt en disant c'est un les juges, alors je vous inconstitutionnel. rappelle juste que la Cour suprême lui est favorable. Et vous savez qu'aux États-Unis, quand les juges prennent des décisions, il y a des recours. Et on finit à la Cour suprême. Attention, à la Cour suprême, c'est pas non plus des rigolos, c'est des spécialistes du droit. C'est un combat, mais il le mène bien. Ok. C'est François de Voyer. Parce que le wokisme était agonisant qu'il a été élu, et je lui reproche justement parce qu'il avait un champ libre incroyable. Il devrait être effectivement le flambeau du monde qui arrive. Et il ne l'est pas, la preuve. Premier grand succès, réussir à ce que les libéraux gardent le pouvoir au Canada. Incroyable. Ils devaient perdre. Et cet abruti est parvenu à maintenir le parti le plus woke, le plus scandaleux, le plus progressiste, vraiment dans la façon la plus caricaturale, grâce à ces sottises. Donc pour moi, c'est l'idiot utile des mondialistes, des progressistes, des wokistes, parce que alors il le combattrait pas le autant. wokisme était agonisant, il réussit à maintenir la flamme par ses excès, ses outrances, ses copinages malsains. Vous parlez plutôt de maladresse, ses conflits d'intérêts. Voire de oui, parce qu'il est lourd, quoi. Mais c'est terrible parce qu'il avait cette possibilité, effectivement, de raser tout ça. Et effectivement, à cause de son comportement égotiste, il va réussir à maintenir la flamme du wokisme. Vous savez, pardon, Tariq, on a fini. C'est Claude Janvier qui va fermer la porte. Je ferme le banc. C'est vous. Écoute, donc il faut être pertinent et court. Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un mandat des États-Unis, d'un président des États-Unis, c'est 4 ans. C'est vrai. C'est très court. En plus, avec des élections de mi-mandat de 2 ans. Donc ça veut dire que dans 2 ans, où Donald Trump continue à avoir la majorité, dans un an, dans un an et demi maintenant, où il continue à avoir une majorité, où il l'a plus. Donc c'est quand même très compliqué. Et cette constitution américaine, d'ailleurs, est à revoir. Parce que que peut faire un président élu pour 4 ans? C'est ridiculement court. En réalité, un président devrait avoir un peu plus de temps. Alors après, dire qu'il n'a pas donné un coup de pied dans la fourmilière du wokisme, je suis absolument pas d'accord avec mon voisin. Ça, c'est clair. C'est parce que je dis, c'est que par cette bêtise, il a maintenu en vie le wokisme. Il est tout sauf bête, et je pense qu'il fait ce qu'il peut, et je pense qu'il a donné quand même un coup de pied dans la fourmilière, et c'est bien, et je souhaite qu'une chose, c'est qu'il arrive à le continuer. Voilà. Parfait, merci. Messieurs, c'était très bien, c'était court, ramassé et efficace. On se retrouve dans quelques secondes pour parler des frères musulmans, de l'entrisme en France. À tout de suite. Bonjour, l'entrisme frériste en France. Alors, il y a eu ce rapport, je pense que personne n'a pu y échapper. Il a été publié le 21 mai 2025. On a découvert en réalité qu'il était bien plus ancien que ça. Et celui qui a pris l'initiative de le faire publier, c'est Bruno Retailleau. Et j'ai demandé à vous quatre, et à commencer par moi, de lire le rapport. Alors moi, je vais vous dire, les 70 pages, je n'ai pas pu jusqu'au bout, mais j'en ai lu une bonne partie. Je le trouve très intéressant. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut combattre cet entrisme? Comment ça peut se faire à l'intérieur de l'état de droit? Voilà. Et le premier qui va en parler, parce que je sais que ça l'intéresse et que ça le passionne, c'est Richard Haddad. Richard. Oui, alors... Vous dites que le rapport a été publié en mai, mais il datait de plus d'1 an. En réalité, on n'avait pas besoin de ce rapport
parce que ce que font les frères musulmans, on le sait depuis très, très, très longtemps. Alors, quand je dis on, c'est beaucoup de spécialistes en France qui le savent. Je pense que certains hommes politiques... Gilles Kepel en parle pendant exactement, très longtemps. Exactement, vous me l'avez enlevé de la bouche, parce que je pensais à lui, c'était mon professeur. Bravo. Certains hommes politiques, je pense que sincèrement, n'en savaient rien, parce que je me suis rendu compte au fil des années qu'ils sont d'une inculture crasse. Vraiment. Ils ne connaissent... Alors, surtout sur l'islam, ils ne connaissent rien de l'islam, mais rien. Et donc, où ils se voilent les yeux, ils ne veulent pas voir. Donc c'était utile quand même d'avoir un rapport comme ça. C'était utile pour informer à la fois tout le monde, écoutez, et puis certains ça politiques, fait un non moment qu'on nous gave de paroles. Donc c'est utile pour monter au créneau, débattre, blablater à l'Assemblée nationale. Mais enfin, dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Alors les frères musulmans, je laisse la parole aux autres après, c'est une méthode qui a fonctionné en Iran, parce qu'à l'origine c'est égyptien, c'est islam sunnite. Mais en réalité, même chez les chiites, cette méthode a été adoptée... Ça date des années 20, 1920, absolument, donc ça a une centaine d'années. En Égypte, et puis elle a fait des enfants. Donc ça a été adopté par d'autres pays non arabes. En Turquie, par exemple, Erdogan est issu des frères musulmans. Et puis ça a un peu glissé vers le chiisme, parce que l'ayatollah Khomeini, c'était une méthode de frères musulmans aussi. Et donc le Hezbollah au Liban, c'est une méthode de frères musulmans. Et tous ces gens qui sont arrivés au pouvoir en Iran, en Turquie ou ailleurs, ou avant, même s'ils ne sont pas arrivés au pouvoir, ils ont eu beaucoup de puissance, et par exemple le Hezbollah, le Hamas, etc. Leur méthode, parce qu'ils sont populaires. Le Hamas est majoritaire à Gaza. C'est un fait. C'est pas contrairement à ce qu'on raconte. Et élu même avec beaucoup Exactement. de tricherie. C'est appuyé par la population. C'est appuyé par la population. Ouais. Le Hezbollah aussi est majoritaire dans la population chiite libanaise, etc. Et si ces gens ont réussi à devenir populaires, c'est grâce à la méthode. En quoi est-ce un danger en France ? Justement, c'est la méthode. C'est-à-dire que c'est quoi la méthode ? C'est infiltrer, faire du social, soigner, éduquer, former. Donc vous formez des gens tout petits, vous leur inculquez votre idéologie, et puis en plus vous les aidez, vous les soignez, ils deviennent vos obligés, vous comprenez ? Donc grâce à vous, ils sont quelque chose. Donc vous les tenez. Voilà. Et en France, ils ont commencé ça depuis longtemps, et c'est pour ça que la population musulmane en France, qui est extrêmement nombreuse, là aussi le chiffre est tabou, on raconte n'importe quoi, on dit ils ne sont que 12%, ce qui est une vaste blague, est majoritairement proche des frères musulmans. Alors on dit, c'est une minorité. Non, ce n'est pas une minorité. C'est une majorité. J'attends qu'on me prouve que les musulmans modérés en France sont une majorité. J'attends qu'on me le prouve. Ok, qui prend la suite ? Allons-y. Claude Janvier. Allons-y. Déjà, il faut rappeler quand même que les frères musulmans, c'est 1928, Hassan el-Banna. Ensuite, ça a été quand même instrumentalisé et mis à pied d'œuvre par le MI6, quand même, le service secret britannique. Pour quelle On est raison ? bien d'accord. Canal de Suez, la compagnie qui effectivement exploitait le canal de Suez. Donc les ennuis des Britanniques avec Nasser et l'expropriation. Absolument. Il y a de toute façon les frères musulmans derrière, puisqu'après le MI6 a utilisé les frères musulmans pour divers assassinats politiques. D'accord. Ça a été prouvé dans des livres, c'est pas uniquement moi qui le dis, ça a été prouvé dans des livres intéressants de mon ami Jean-Louis Zambert notamment, de Thierry de la même Messant, manière etc., que les Russes ont soutenu les talibans, puis la CIA a soutenu les talibans. Voilà. Enfin, Hitler les avait utilisés Chacun instrumentalise. Oui, c'est le principe, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi du moment, et mon ami du moment. Après, le problème qu'il y a, ce rapport, il arrive, moi je l'ai lu très vite, j'ai pas tout lu, je reconnais quand même, mais c'est assez flou comme rapport. Déjà, on n'apprend pas grand-chose, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de spécifique. Ça a été expurgé des noms justement, pour protéger ceux qui ont discuté avec les inspecteurs de l'administration qui ont fait le rapport. Alors après, moi je trouve qu'il y a un timing quand même. Il sort ce rapport sort, et c'est un timing par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza quand même. Il y a un génocide à Gaza, qui est d'ailleurs dénoncé de plus en plus par des pays occidentaux. C'est un rapport, vous croyez, ou ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, il y a ce rapport qui sort, alors que le problème des frères musulmans a été pointé du doigt depuis très longtemps, et tout d'un coup, ce rapport sort maintenant. Et en plus, quand on lit bien ce rapport, attendez, je finis, c'est intéressant, c'est qu'il y a un conseil de défense quand même qui se réunit là-dessus, et tout d'un coup, ce rapport nous agite l'article 16. Si jamais il y a une menace, Emmanuel Macron va invoquer l'article 16 et va récupérer les pleins pouvoirs. Et là, on se dit,
ça c'est quand même assez intéressant. C'est pas un point de vue un peu complotiste? Non, mais non. Non. L'histoire de l'article 16 avec Macron, je l'entends depuis des années. Oui, non, mais attendez, ce qui est intéressant, c'est d'abord, que le génocide à Gaza, vous savez, le mot génocide, ça a un sens. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on parle de génocide à Gaza. Parce que, vous savez, il y a eu des génocides contre des peuples, comme les Arméniens, par exemple. Et à Gaza, il n'y a pas de génocide. Donc déjà, je réfute cette expression pour Gaza. Votre droit, vous pouvez le réfuter. Et puis surtout, je pense, moi, plutôt que Retailleau, si si ce rapport est sorti pour des raisons politiciennes, je veux bien le croire, mais c'est certainement pas pour l'affaire palestinienne, c'est surtout pour la carrière de M. Retailleau. Voilà. Attendez une seconde. Je suis très intéressé parce que François de Voyer, normalement, c'est une boule d'énergie, cet homme-là, avec toujours le petit œil qui frise. Et là, je vous ai senti un peu loin. Je vous ai senti loin du débat. Mais parce que je rejoins Richard Haddad, c'est un rapport qu'on aurait pu sortir il y a 20 ans. Oui, littéralement. On parlait de Gilles Kepel, moi, un des premiers qui m'a fait connaître les frères musulmans, ses dangers, son infiltration, sa puissance et voilà, sa forme de pieuvre finalement en France. C'était Alexandre Delval, son premier bouquin doit dater de 1997. Exactement. Si je ne me trompe pas. Vrai, donc le premier, 97, 28 ans. Et sa sortie, en fait, il y en a eu des rapports. Il y en a eu beaucoup d'autres, des rapports sur l'infiltration de l'islamisme partout dans la communauté musulmane française, selon cette expression un peu effrayante, parce que qu'est-ce que c'est que cette communauté musulmane? C'est ça qui est intéressant dans ce rapport. C'est à quel point cette communauté des musulmans français est touchée par les frères musulmans. Si les frères musulmans n'étaient qu'une petite secte sans écho, je pense qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui dans cette émission. L'ennui, c'est que, comme le disait Richard Haddad, il y a aujourd'hui une influence majeure de cette vision de l'islam particulièrement radicale. Est-ce qu'elle l'est, j'allais dire, de façon fondamentale ou non? C'est un vaste débat, parce que je pense qu'en dehors du courant du soufisme, il y a hélas peu de courants de l'islam qui peuvent se détacher d'une vision politique et d'une volonté de se détacher politiquement de nos valeurs actuellement. Mais en tout cas, oui, on sait, ça continue à se construire de plus en plus et on ne fait rien. Ce qui est plus inquiétant dans ce rapport, c'est l'apathie face à sa sortie. C'est-à-dire que finalement, il ne s'est rien passé une fois de plus. Je suis d'accord avec vous, je vais vous dire. J'ai mis ce sujet à l'émission. Je voudrais, peut-être avez-vous lu une tribune écrite par quelqu'un qui s'appelle Hakim El-Karawi, dans Le Monde, il y a une petite semaine, qui disait en gros que une des manières de répondre à cet entrisme, c'était d'aider l'islam à s'organiser. Oui, et est-ce que ça, c'est pas une des voies de sortie? Ce monsieur, j'ai absolument pas parlé de... J'ai toujours pas parlé. Non, mais c'est... Non, mais j'ai pas parlé de... Tariq. J'ai pas répondu sur le réalisateur me dit que c'est étonnant. Le rapport, j'ai rien dit sur le rapport. Non, ce que je voulais dire, je voudrais reprendre, sans sombrer dans moi, j'essaye de vous amener sur le terrain sans sombrer dans le complotisme supposé de non, parce que tout le monde a commenté le rapport. Non, pas moi. Je voudrais qu'on avance. Oui, mais j'ai pas besoin d'un commentaire. Non, mais je veux pas commenter le rapport. Je veux pas commenter le rapport. C'est qu'on sorte. Je veux pas commenter le rapport parce que tout le monde a dit qu'il y avait rien d'intéressant dedans, puisque tout ce qui est dedans, ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la fin. Et là, je veux revenir sur ce monsieur El-Karawi, parce que c'est les recommandations pour en sortir. Oui. Et là, c'est terrifiant. D'accord. Parce que je vais vous passer les formules toutes faites. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Je vais vous parler des formules toutes faites. Alors, les musulmans français doivent pouvoir entrer de plein pied. Alors, je vous enlève la faute d'orthographe parce que plein pied s'écrit P-L-E-I-N. Dans un corps politique particulier. Comprenne qui pourra. Voilà ce qu'on trouve, des formules comme ça. Mais surtout, les solutions, c'est connaître les aspirations de la population musulmane, leur laisser le message fort. Dans ce chapitre, d'abord, on apprend l'arabe à l'école. C'est que des truismes. Voilà. Moi aussi, ensuite, ça m'a frappé. Alors, il y a un autre truc que Macron n'a pas attendu qu'on lui suggère, c'est la reconnaissance par la France d'un État palestinien aux côtés d'Israël dans des frontières sûres et reconnues. Voilà les conclusions de ce rapport. Donc moi, je veux bien qu'on ponde un rapport qui contient tout ce que nous savons tous depuis 30 ans. Et voilà les recommandations. Est-ce qu'on va suivre? C'est ça le problème. Oui, le problème, c'est que c'est des hauts fonctionnaires qui ont fait ce rapport et que leur job, c'est pas de faire des recommandations, c'est de faire une photo. Qu'ils n'en fassent pas. Qu'ils n'en fassent pas. Pourquoi ils en font? En fait, c'est pour ça qu'ils font de l'eau tiède. Leur proposition, je pense que les frères musulmans
doivent se réjouir de leur proposition. Ils sont ravis, ils n'en demandaient pas autant. Parce qu'ils leur servent ça sur un plateau, c'est extraordinaire. Moi, j'ai noté une chose qui est développer une stratégie coordonnée pour faire face à l'islamisme politique. Oui, mais coordonné, ça va être coordonné avec l'islam. Je l'ai relu 4 fois en me disant, ok, et donc Bon. Vous savez, apprendre aux enfants l'arabe à l'école, oui, vous savez qui seront les profs? Des frères musulmans. Donc en fait, ces gens-là, où sont bêtes, où ils font exprès, ce n'est pas possible. Parfois, on se demande. En fait, apprendre l'arabe à l'école, c'est choquant pour vous? Non, mais vous ne l'avez pas compris. Mais apprendre l'arabe à l'école comme langue maternelle. L'arabe, vous savez, je suis détenteur, parmi mes quelques diplômes, j'ai une licence de langue et civilisation arabe à la Sorbonne, que j'ai faite en même temps que mes études. Mais j'avais suivi des cours de deuxième langue d'arabe à l'école, à Louis-le-Grand notamment. Il y a des cours d'arabe à partir de la 4e. Au lycée Molière, il y en avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il y a toujours eu, vous savez, vous pouvez apprendre le chinois. Mais on ne parle pas des écoles de l'élite. Ce n'est pas là. C'est dans le top 3 des meilleurs lycées. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre l'arabe aux enfants tout petits, comme une langue maternelle, vous comprenez? En réalité, ils veulent faire un État binational. C'est ça leur objectif. C'est-à-dire que dire aux Arabes, mais bon, ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas, eh bien, vous n'aimez pas trop la France, on va faire de la France un pays semi-arabe, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Je vous raconte une anecdote. Je vous raconte une anecdote. Oui, si elle est courte, parce que j'aimerais bien que les deux autres parlent. Elle est très sympa. Giscard d'Estaing, il y a 50 ans, avait sorti cette ânerie quand il a inventé le regroupement familial. Il a dit il faut aider à apprendre la langue arabe. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais vous baladez maintenant dans votre supermarché, vous entendez les caissières qui parlent entre elles dans leur langue. Vous trouvez ça bien en France? Je vais vous raconter une autre anecdote. C'est la même. Il y a une cinquantaine d'années, il y avait le correspondant de l'ORTF à Rome disparaît prématurément. Et un patron qui dit « Tiens, mais on a un Italien à la rédaction. » Ils sont allés voir l'Italien en question, enfin ses parents qui étaient italiens. Ils ont dit « Tiens, est-ce que tu veux aller à Rome, toi qui es italien ?» Et là, tu réponds « Ah ouais, c'est vachement bien Rome. Sauf que moi, je ne parle pas un mot de rital. » Voilà l'assimilation à la française qu'on a oubliée. Maintenant, on va leur apprendre l'arabe. Voilà. Donc, tant qu'on ne sera pas revenu à ça, on ne fera rien. Personne ne se vante du fait que toute une génération n'a pas appris la langue de ses parents. Parce que c'est un vrai manque culturel pour ces gens qui viennent d'Italie. Mais c'est aux parents de décider. C'est aux parents de décider. C'est pas à nous. Mais les nouvelles générations, c'est pas à la France de dire qu'il faut apprendre la langue de je ne sais qui. Est-ce que ces générations-là est-ce que ces gens veulent être français ou pas? Voilà. S'ils sont français, ils sont comme tout le monde. Donc ils apprennent le français et puis après ils choisissent les langues qu'ils veulent en première et deuxième langue. En réalité, on veut faire d'eux des binationaux. Et puis juste pour compléter ce qu'a dit Tariq, pas la peine d'aller au supermarché, vous allez à l'aéroport de Paris. La personne qui fouille vos valises, qui est déléguée de... ils parlent l'arabe entre eux. Oui, ce sont des comment on appelle ça, ceux qui sont pas fonctionnaires, mais enfin ils ont une délégation voilà. Okay. Ils fouillent vos valises, vous savez, dans les machines. Et ils parlent arabe entre eux. On est en France. Enfin. Rien à ajouter, messieurs. On peut terminer sur cette belle parole, hein. Oui, on peut terminer sur cette belle parole. Allez, le fait est. On va avoir gagné 15 minutes. On se retrouve de 15 secondes. 15 minutes, j'aimerais bien. 15 secondes, merci beaucoup. Et on va se retrouver avec les coups de gueule et les coups de cœur. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes dedans. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, coup de gueule et coup de cœur, c'est Tariq Dali qui s'y colle et qui commence par son coup de cœur, Tariq. Alors, coup de cœur, je ne sais même pas à qui je vais l'adresser parce que... moi, allez-y, envoyez-moi de l'amour. Je ne sais pas si c'est à Tsahal ou si c'est à l'armée grecque ou à l'OTAN, je ne sais pas. C'est ceux qui ont envoyé des drones sur le maudit Rafio, qu'ont emprunté les deux dindes là, de Greta Thunberg et Rima Hassan. Alors, Greta Thunberg, qui soi-disant... protège le climat, elle s'est vêtue d'un kéfier et puis elle a emprunté un rafio avec Rima Hassan pour aller soi-disant défendre Gaza, qui serait victime d'un génocide. J'ai vu quelques images. Alors, elles sont sur un bateau en direction de Gaza. Oui, c'est ça. Voilà. Et elles comptent débarquer au milieu des bombes. Et donc apparemment il y a l'armée grecque, mais aussi Tsahal qui dit. Moi, j'attends le comité d'accueil de Tsahal si le jour ils vont débarquer là-bas. Mais en fait, si vous voulez, je donne un coup de cœur parce que l'atmosphère est intéressante, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est un coup de cœur ironique. L'écologie, on prend un coup dans le machin, donc déjà on voit que vient foutre le
que vient foutre cette dame, Greta Thunberg, dans cette affaire, quel rapport avec l'écologie. Mais enfin bon, c'est bien, on se débarrasse des ZFE, enfin il faut se battre, il faut continuer à se battre, mais enfin c'est bien. Il y a la Cour des comptes qui a dit que les machins, les diagnostics énergétiques, c'était une connerie, etc. Faut arrêter. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ok, coup de cœur. Ironique, coup de gueule. Et coup de gueule. Eh ben, le coup de gueule, il va découler de ça. Alors là, le coup de gueule, je m'en prends au parti Les Républicains. Ça mange pas. Ils s'appellent Les Républicains, c'est la preuve que s'ils pensent rien, quand on pense rien, vive le roi, on s'appelle Les Républicains, ça dérange personne. Et je pense à Retailleau. Alors, Retailleau, lui, il menace de démissionner. Très bien. Alors, est-ce qu'il a démissionné parce que sa collègue du gouvernement, Madame Vautrin, a soutenu le délit d'entrave à l'euthanasie? Non. Est-ce qu'il démissionne parce que Mme Pannier-Runacher veut à tout prix maintenir les ZFE? Non. Il n'a même pas démissionné parce que on a fermé des chaînes de télé. D'ailleurs, on ferme les comptes. Il n'était pas ministre de l'Intérieur à l'époque, hein. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça a été fermé le 28 février. Il est ministre de l'Intérieur depuis le mois de septembre. La décision était bien plus ancienne que ça. Non, il y a eu des appels, etc. Bon, enfin bref, lui, il n'a pas démissionné. Alors maintenant, il dit qu'il va démissionner. Pourquoi? Parce que Bayrou veut instaurer la proportionnelle. Ah, ça, voilà un sujet civilisationnel, voilà, qui mérite vraiment qu'on claque la porte de ce gouvernement. Voilà où ils en sont, les Républicains. Voilà, on laisse passer tout, et puis lorsqu'il y a un détail dont tout le monde se fout. Alors je vais le renvoyer il y avait un mentor, monsieur de Retailleau, qui s'appelle Philippe de Villiers. Et il y a une trentaine d'années de ça, alors que Juppé était en train de faire la démonstration qu'il ferait la même chose que ses prédécesseurs socialistes, et un journaliste lui dit « Alain Juppé parle d'une dose de proportionnelle ». Et la réponse de Philippe de Villiers a fusé. « On s'en fout de la proportionnelle, qu'il redresse la France ». Merci beaucoup. Et temps écoulé, vous avez tenu le timing. J'ai tenu le timing. Richard Haddad, on commence par votre coup de gueule ou votre coup de cœur? Coup de gueule, j'y tiins parce que mon coup de gueule, c'est Bruno Retailleau. Ah bon? C'est ma tête de Turc. Vous avez copié sur votre... Non, je répète ça tout le temps parce que ça fait des mois. C'est un peu ma tête de Turc, Bruno Retailleau, non, depuis un certain temps. Moi. Oui, mais c'était Darmanin avant. Il avait 1 minute 30. Il fait la même chose. Mais... Bruno Retailleau qui prend la posture du dur, du ministre de l'Intérieur. En fait, il y a certaines personnes de la classe politique, notamment la droite molle, qui ont compris depuis Sarkozy ou depuis Pasqua, mais même on peut remonter à Pasqua, que être ministre de l'Intérieur, c'est payant. Auprès de l'électorat de droite, parce que l'électorat de droite aime bien l'ordre, etc. Donc ils prennent exprès le ministère de l'Intérieur, ils le veulent et c'est très c'est demandé. le cursus honorum pour être président de la Voilà, donc République, ils se disent c'est le chemin vers l'Élysée, en gros. Donc Bruno Retailleau a demandé ce ministère exprès, sauf que depuis qu'il est à ce ministère, moi ce qui m'effraie, c'est que l'électorat de droite se gargarise de ses paroles, mais enfin ça fait des mois qu'il n'a rien fait. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire des constats, venir dire ah mais c'est moi je retiens de lui juste un jour où il était sur LCI devant les Français, enfin un panel de Français. Un peu bizarre comme panel d'ailleurs, mais bon, passons, où il y a une personne qui lui raconte comment sa fille a été violée et comment le violeur est sorti au bout de quelques jours, et tout ce qu'elle avait à dire, c'est « Ah ben je trouve ça scandaleux ». Enfin, il n'est pas ministre de l'Intérieur pour trouver ça scandaleux, mais pour agir, vous voyez. Et en même temps, il n'est pas ministre de la Justice. Non, il est ministre de l'Intérieur. Il y a quelques jours, Paris... et la France d'ailleurs, était à feu et à sang. Et ce n'est pas la première fois, c'est déjà arrivé il y a 3 semaines, son préfet et lui sont des blablateurs. Bruno Retailleau ne fait rien, son préfet de Paris non plus. Il est là, c'est un tremplin pour accéder à l'Élysée ou à la tête des Républicains. Et puis je rappelle, juste pour conclure ce coup de gueule, qu'il fait le dur, mais enfin, moi j'ai une question à lui poser. Si jamais, par un miracle, après un pèlerinage à Lourdes, il gagne la majorité à l'Assemblée nationale, avec son parti, avec qui va-t-il gouverner? Avec Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Monsieur Larcher? C'est ça, la droite dure? Enfin, bon. T'as oublié Copé. Coup de cœur, mais alors le coup de cœur, je vous signale, il vous reste plus qu'une minute. Hein. Alors le coup de cœur, j'ai cherché, je ne trouvais pas, parce que c'est très compliqué. Finalement, j'ai trouvé que une déclaration du pape, du nouveau pape, donc que j'ai trouvé pas mal, dans laquelle il rappelle aux Européens et particulièrement aux Français leur culture,
et leurs origines et leur identité chrétienne. Et je me suis dit, tiens, ce n'est pas mal parce que François s'était abstenu de nous le rappeler, il était préoccupé par d'autres régions du monde. Et donc, c'est toujours bon à rappeler, mais c'est passé un peu inaperçu. Ok, merci beaucoup. Alors, Monsieur Janvier. Coup de gueule ? Coup de gueule ou coup de cœur ? Coup de gueule d'abord. Ouais, ok. Alors, coup de gueule, c'est là, je vais taper un peu sur les écolos, mais le coup de cœur aussi, d'ailleurs. En 2028, les vignettes critères 2 seront interdites dans les grandes villes françaises. 2028. C'est quand même dans pas longtemps. Ça veut dire que uniquement les voitures vignettes critères 1 pourront effectivement rentrer dans les grandes villes françaises. Ça m'avait échappé. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu le Grand Prix de Monaco, là. Formule 1 et tout ça, et il y avait des méga-yachts ancrés donc dans ce magnifique port de Monaco. Il faut savoir que ces méga-yachts fonctionnent jour et nuit, moteur plein pot, parce que la climatisation oblige, etc. Normalement, ils se branchent sur l'électricité quand ils sont au port. Hein. Oui, ça c'est à vérifier. Mais enfin, ça a chaque méga-yacht a un réservoir de 140 000 litres de fuel lourd. Quand même. Et il y a le yacht de Bernard Arnault, notre cher Bernard, qui émet quand même, lui... Une sorte d'optimiste. Qui émet, lui, d'après les calculs des écolos, 16 000 tonnes de CO2 par an. Il faut savoir que le Français moyen, lui, mange 4 tonnes de CO2 par an. Donc, en fait, il faut 4 000 Français pour polluer autant que le simple yacht de M. Bernard Arnault. Et là, on parle juste des yachts. On ne parle pas des avions privés, des jets privés, etc., etc. Alors ça, c'était mon coup de gueule. Ok. Pour le coup de cœur, eh bien, c'est la tête de Agnès Pannier-Runacher quand tout d'un coup, elle a eu la nouvelle terrible de la suppression des zones à forte exclusion. Pardon, les zones à faible émission de gaz de serre. Et tout d'un coup, elle... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont osé à l'Assemblée interdire les ZFE. Alors elle n'est pas contente. Et rien que sa tête, ça a été jouissif. Je me suis dit là, un instant de pur bonheur quand même. Bon, en attendant, faut pas rêver. Les ZFE, malheureusement interdits pour l'instant, évidemment, l'UE... Madame Ursula von der Leyen va revenir à la charge, donc... Ils vont faire comme le référendum de 2005. Hein. Voilà, c'est malheureusement ce qui est à craindre. Mais en tout cas, c'était un moment de pur bonheur de voir la tête de notre ministre de la Transition et de l'Écologie. Vous marchiez sur l'eau, quasi. Ah oui, là, franchement, j'adore. Merci beaucoup. Allez, François, il y a un coup de gueule ou un coup de cœur pour commencer ? Le coup de gueule, ou en tout cas de désespoir. Ah. Ouais, oui. J'aime pas vous voir dans le dimanche après la victoire du Paris Saint-Germain. Magnifique. Où j'ai bien entendu la curiosité de me promener dans la rue. Et il se trouve que j'habite entre le Parc des Princes et les Champs-Élysées. Donc les cohortes de barbares, je peux vous le confirmer, se rendaient du point A au point B et donc passaient devant moi. Donc j'ai pu assister à ce magnifique cortège de laideur d'abord, d'aliénation. C'est-à-dire que, quelle que soit l'origine, il y a une espèce de détachement complet avec tout ce qui peut représenter mon propre corpus culturel. C'est-à-dire que je ne partage plus rien avec ces gens. Et je pense qu'à cette table, personne ne partage plus rien avec ces gens. La langue, la brutalité, la saleté, il faut le dire, parce que c'était poubelles cassées, choses jetées, enfin voilà, il y avait vraiment un manque de respect de tout, des choses les plus élémentaires, enfin. Et donc j'ai vraiment eu une impression en voyant ce cortège. D'abord, je me suis dit, là, je suis entièrement d'accord avec le coup de gueule contre Retailleau. Néanmoins, que faire ? C'est-à-dire, face à ces gens-là, très rapides, masqués, torse nu, qu'on peut confondre les uns avec les autres très facilement, bon courage aux forces de l'ordre. Franchement, impressionnant. Très difficile. Et la doctrine étant, on évite les dégâts humains et tant pis pour les dégâts matériels. Alors, je suis bien d'accord, mais très compliqué... Là, vu la masse, difficile. Donc, et puis surtout, ces gens-là ne feront jamais nation, selon l'expression de gauche, ou pays avec nous. Ça n'est pas possible. On ne partage plus rien. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Oui, je comprends. Le coup de cœur, un peu personnel aussi, je propose à ceux qui nous regardent
d'aller se fournir dans le dernier magazine Éléments, où j'ai écrit un article sur la ruralité. Je déteste ce mot, bien sûr, ça fait partie de ces mots valises, comme les mots territoire, mais pour dire à quel point on doit la réinvestir et recréons nos jardins, puisque justement ces bandes barbares nous détruisent tout. Eh bien, c'est à nous maintenant de repartir dans les campagnes et de recréer quelque chose. C'est possible, il y a d'immenses atouts, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a une mentalité qui a évolué dans le bon sens. Et donc j'invite tous ceux qui le peuvent. Vous savez, c'est un peu comme le journaliste de gauche. Longtemps, les gens de droite ont dit mais tous les journalistes sont de gauche. Bah oui, mais à un moment, encouragez vos enfants à devenir journalistes. Oui, ils seront un peu moins payés. Oui, mais c'est un métier passionnant. Et puis ils pourront avoir une influence sur le monde de demain. Et c'est un petit peu la même chose avec les campagnes. C'est bien gentil de se plaindre, de voir que les agriculteurs sont plus là, de voir que une certaine écologie est reprise bêtement par des fous furieux. Mais c'est à nous aussi d'investir ce domaine. Donc retournons dans nos campagnes, emparons-nous du sujet de l'écologie, de l'environnement, et ce sera pour le plus grand bien de l'ensemble du pays. Rappelez-nous, donc, revue Éléments, qui vient de sortir. du mois de juin, on va dire. Exactement, mai-juin, c'est des mensuels. Vous avez écrit un article sur la ruralité. Tout à fait. Eh bien, c'est parfait. Merci. Je vais aller la lire très vite, cette revue. Merci beaucoup, messieurs, de votre brillante participation. Rendez-vous dans 15 jours. À très vite.